Jérémy, je suis super content de t'avoir dans le podcast de l'interview, dans le broadcast. Je ne sais même pas si on appelle ça un podcast ou un broadcast, ou quoi, en vidéo, euh, dans une interview. Comme je te disais juste avant d'enregistrer, ça fait longtemps que je te suis. Tu es ce qu'on peut qualifier de marketeur, ou en tout cas t'aides les gens à créer leur entreprise sur Internet. Est-ce que c'est ça? Je suis coach avant tout, hein, Ok. avec effectivement une appétence pour le marketing, avec une spécialité autour de la persuasion. Mais avant tout, je suis coach, puisque si tu veux, je ne vends pas du marketing, je vends de l'accompagnement de personnes. Hmm. Donc après, si on me dit marketeur, ça va aussi, tu vois, c'est tout à fait ok. Enfin, je veux dire, C'est pas une insulte. non, c'est une de mes passions en plus. Puis j'aime bien le marketing, je trouve ça cool, moi, donc c'est tout à fait ok. Ok, j'ai vu que tu avais un blog qui s'appelait, ou un blog ou une présence avant en ligne qui s'appelait Compteur Moderne. Ça remonte. Ça remonte, ouais, c'est de là où je t'ai connu, pour dire à quel point je te suis depuis longtemps. Du coup, tu t'en as fait quoi de ça? Tu as voulu pivoter, tu as voulu changer, pourquoi abandonner? Alors, compteur moderne, moi, à la base, j'ai commencé à utiliser ce nom-là quand je faisais du storytelling en freelance et en consulting pour des entreprises. Ok. L'idée, c'était de me positionner sur un créneau un peu différent, tout simplement pour sortir du lot et pas être un freelance parmi tant d'autres. Ok. Le fait est que, est-ce que c'était drôle? Oui. Est-ce que je sortais du lot? Oui. Mais j'avais l'air d'un hippie slash saltimbanque dans l'inconscient commun, et que pour vendre cher et pour être écouté par des grands groupes, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Mhm. Si tu veux, parce que si tous mes lecteurs trouvaient ça génial, tu vois, ou tous mes followers trouvaient ça génial, les entreprises en face, elles disaient compteur moderne, ok, donc c'est un guignol en fait. Mhm. Et là, on est en plein dans les outils d'influence et de persuasion, dans l'inconscient et dans cette compréhension-là. C'est qu'est-ce que subcommuniquent les mots que tu emploies. Ouais. Et je pense que d'une certaine forme, enfin d'un certain côté, à cette époque-là, je me prenais pas assez encore au sérieux, tu vois, j'avais pas assez confiance dans ce que je faisais, et donc j'avais pris ce terme-là en disant si moi-même je dis que je suis un compteur moderne, c'est que je suis quelqu'un de léger et d'agréable, et donc tout ira bien. Mais c'était une erreur de positionnement. C'est pour ça que je l'ai fait évoluer. Ok. D'ailleurs, on va peut-être revenir à cette époque, ou peut-être même avant. Qu'est-ce qui t'a motivé de devenir entrepreneur ou indépendant ou consultant, ce que tu es actuellement? Qu'est-ce qui t'a motivé d'être là où tu en es? Qu'est-ce que... Pendant mes études, j'ai fait des stages en entreprise, j'ai fait des stages dans des grands médias nationaux, j'ai fait des stages en agence de com, etc. Parce que j'ai un master en stratégie digitale, moi, initialement. Ok. Et je me suis rendu compte que la hiérarchie, c'était pas possible, que le travail en bureau avec du 9 à 17, là, c'était pas possible, et que ne pas faire ce que je voulais, c'était pas possible. Alors, je me suis retrouvé quand même avec une vraie problématique, c'est-à-dire que c'est quand même la plupart du monde auquel j'étais destiné. Et à l'époque, en fait, j'avais créé un blog dans la mode masculine qui s'appelle toujours, parce que je l'ai revendu, il existe toujours, qui s'appelle Be What You Wear, qui s'est retrouvé en fait dans les 10 premiers blogs nationaux à l'époque, qui commençaient à faire du chiffre d'affaires. On avait créé une marque de vêtements, on avait créé des produits d'information, on avait créé plein de choses, et ça commençait à dégager du chiffre d'affaires. Et je me suis dit bon ben, ok, all in là-dedans. Je peux pas aller en entreprise, c'est pas possible, ça me correspond pas, je vais pas y arriver. J'ai été sur Be What You Are pendant 5 ans. Ensuite, quand ça s'est arrêté, parce que l'équipe s'est simplement séparée par accord commun, on avait envie de prendre d'autres directions. Il y a quelque chose qui t'a retenu de te lancer là-dedans, ou tu y as cru tout de suite Non, en fait, si tu veux, c'était comme une évidence. Ouais. J'étais obligé de le faire. Ok. Je pouvais pas faire autrement, en fait, c'est le seul truc qui me convenait. Ok. J'étais obligé de réussir, si tu veux. Parce que ne pas réussir, ça voudrait dire retourner là où je voulais pas du tout aller. Ok. Mais parce qu'il y a des gens qui sont parfois bloqués justement dans leur boulot et qui hésitent à se lancer, pas se lancer, parce que ils ont un confort et tout ça. Toi, est-ce que tu as vécu ce genre de choses? Non, moi, je viens d'une famille aisée. Ça simplifie quand même beaucoup la décision. Ça ajoute d'autres problématiques et une pression pas possible et plein d'autres choses. Mhm. Mais quand je me suis lancé, je me suis pas dit est-ce que je vais pouvoir manger le mois prochain. Mhm. Donc, si tu veux, ça, c'est une problématique que j'avais pas. Par contre, je me suis dit à côté de ça, tiens, je vais peut-être passer pour un Mongol si je me plante. Tu vois, parce que c'est-à-dire que j'avais une vie tracée et très confortable et j'ai décidé de faire le saltimbanque de mon côté. C'est-à-dire que j'ai plutôt intérêt à pas me planter, quoi, parce qu'on m'attend au tournant. Il y en a un paquet qui m'ont attendu au tournant, hein. Ok. Et donc c'est comme ça, en fait, si tu veux, après ce blog, que je me suis lancé en freelance parce que j'avais plein de compétences et que j'ai commencé à les vendre. Ok. Et du freelancing, je suis allé au coaching. Ok. Et du coup, maintenant, tu fais du coaching, c'est ça? Tu Mhm. proposes tes services de coaching. Ça ressemble à quoi une journée type?
justement de coach? Une journée type de coach. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de journée type. Moi, je me suis astreint à une certaine routine. Donc, je peux te donner ma journée type, mais je pense qu'en vrai, ça correspond à assez peu de gens. Alors, c'est ma journée type quand je suis dans un endroit où je suis posé, par contre, je voyage, etc., parce que je bouge beaucoup. En général, moi, je me réveille très tôt le matin, entre 5 et 6 heures. Je commence, contrairement à tout ce qui est enseigné partout sur leur connerie de Miracle Morning, là, je commence moi par travailler directement parce que c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que dès le réveil, j'écris. Dès le réveil, je réponds à mes clients, etc. Je gère donc les tâches qui sont importantes pour moi et qui me font plaisir. Ensuite, je fais du sport, je médite et je prends soin de moi. Et ensuite, derrière, ça va dépendre en fait. Soit je vais créer du contenu, soit je vais produire des interviews, soit je vais m'occuper de clients avec qui je dois échanger, soit je vais produire les modules qui vont être préenregistrés pour mes clients. Puis ma journée s'articule autour de ça en fait. C'est un aller-retour permanent entre travailler sur mon business, travailler dans mon business et m'occuper de moi-même et me former. Ok. Et du coup, j'imagine que tu dois parler beaucoup d'argent avec tes clients, ou en tout cas comment en faire, ou combien en avoir et tout ça. Est-ce que c'est des choses que tu partages en public ou en ligne? Combien tu gagnes? Ce que tu... Je le partage pas tellement. Alors c'est pas que j'ai besoin de le cacher particulièrement, je m'en fous de ça, tu vois. Okay. C'est plutôt parce qu'en fait, en disant combien tu gagnes, tu attires de très mauvaises personnes. Ok. Il y a des gens qui sont là que pour l'argent. Moi, les gens qui viennent chez moi que pour l'argent, je les refuse comme clients de toute façon. D'accord. C'est-à-dire faut que tu veuilles avoir de l'impact, faut que tu veuilles un but, faut que tu veuilles faire quelque chose de ta vie, faut que tu veuilles faire du bien au monde d'une certaine façon. La conséquence de tout ça, si tu le fais assez bien, c'est que tu vas avoir beaucoup d'argent. Les gens qui viennent chez moi pour l'argent, je les refuse, ça m'intéresse pas. Est-ce que je parle d'argent? Alors, beaucoup moins que ce qu'on pense, en fait. Ok. Puisque, bien sûr, on va set up des objectifs avec mes clients et voir où est-ce qu'ils veulent aller et comment en gagner et comment, en fait, on va leur enseigner la vente, on va leur enseigner la création d'une offre, on va leur enseigner la création de contenu qui peut persuader. On va leur donner toutes les structures de croissance d'un business, comment tu passes de 0 à 100K annuels, comment tu passes de 100K à, je sais pas moi, 200, 300, 400K annuels, etc. C'est toujours les mêmes structures à peu près. Ça, on leur enseigne. On leur parle pas tellement d'argent en fait. Ensuite, c'est à eux de prendre la responsabilité de ce qu'ils vont faire de toutes ces structures qu'on leur donne et de toutes ces ressources qu'on leur donne. Alors par contre, il y a une chose qu'on leur dit systématiquement quand on parle d'argent, c'est arrête de croire qu'un produit moins cher se vend plus facilement qu'un produit très cher. Ouais, c'est le même effort. Exactement. Et quand tu comprends ça, tu peux corréler ça avec le fait qu'au tout début, ta connaissance client, elle est nulle à chier. Et donc, concrètement, avec un mois de travail, tu vas faire 3 ventes. Libre à toi de faire 3 ventes à 5 000 euros ou 3 ventes à 17 euros. Ok. Et du coup, tout ce qui t'a amené à devenir ce que tu es maintenant, c'est-à-dire d'accompagner des clients, on appelle ça des high tickets, non? Je ne sais pas si c'est le terme. Oui, c'est souvent un terme qui est utilisé, high ticket sales, high ticket closing et des choses comme ça. Alors, je pense qu'high ticket veut tout dire et rien dire. C'est high ticket par rapport à quoi? Dans quel référentiel, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est par rapport à une formation à 80 euros. Ouais, je suis très, très high ticket. Moi, mon produit d'entrée, c'est Mercure, c'est 5 000 euros Ok, ouais. l'année. On a des produits beaucoup plus chers que ça aussi avec mon associé, selon avec qui on travaille, selon les groupes, selon le coût de leurs problématiques. Mais si tu veux, si demain je vais chez un milliardaire saoudien et que je lui fais gagner 100 millions et que je lui vends ça pour 1 million, lui il a l'impression d'avoir fait une affaire et moi je suis à étiquette. Hein. C'est ça. Tu vois, enfin étiquette par rapport à quoi? C'est le référentiel, c'est clair. Voilà. Et du coup, j'imagine pour en arriver là, tu disais justement ta connaissance client, elle est nulle à chier. Est-ce que tu as connu des périodes sombres où tu t'es dit, waouh, Au tout début. C'est dur. Quand j'ai quitté le freelancing et le consulting pour aller vers l'infopreneurial coaching, je connaissais pas mes clients idéaux, je savais pas ce que je voulais leur donner. En plus, je projetais ce que moi je voulais leur donner au lieu de regarder ce dont ils avaient besoin. Et au début, je vendais des petites formations, moi. Okay. C'était une catastrophe. Des petites formations à combien à peu près? Moins de 100 euros. Moins de 100 euros, okay. Moins de 100 euros. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très, très, très nul pour vendre des formations. Okay. Et j'étais très, très, très fort pour vendre du coaching. Parce que j'ai fait à l'époque mes premiers 1 500 euros sur une liste qui faisait 43 personnes. Ok. C'était plutôt cool. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils voulaient travailler avec moi, ils voulaient échanger avec moi, ils voulaient voir ce que je pouvais leur apporter. Mais quand je faisais une formation packagée à 47 euros, ils n'en avaient rien à foutre. Ouais. Donc, c'est bien la preuve que j'avais pas de connaissances clients. Parce que justement, on inverse tout. On pense que les formations, ça se vend plus facilement, alors que les formations, c'est là où tu dois être le plus pointu dans ta connaissance client, dans tes capacités de persuasion, d'influence, ton copywriting, etc. Et donc, c'est seulement là que tu arrives à les vendre. Okay. C'est pour ça qu'il faut commencer par du one time et ensuite redescendre au fur et à mesure, en fait. D'accord. Et oui, ok. Donc,
du coup, tu as rencontré je sais pas, un mentor ou quelqu'un qui t'a aidé sur le chemin. J'ai Justement, si c'est une période sombre, peut-être tu as dû avoir un déclic à un moment donné de dire j'ai été coaché par plusieurs personnes différentes, je le suis encore aujourd'hui, hein. OK. Je me suis formé à tout ce qui est copywriting chez Grégory Lagrange, Mhm, Lifestylers, qui est un des meilleurs copywriters français, je dirais, hein. mhm. Sur tout ce qui est mindset, émotion et compréhension de la vente, j'ai été formé par Margot Klein. Et à côté de ça, au tout début, en fait, c'est Florian, qui est aujourd'hui mon associé, Mhm. qui m'a aidé. OK. Et en fait, on a commencé, au début, c'était un pote qui me filait un coup de main. Ensuite, on a travaillé ensemble et ensuite, on a fini par s'associer, en fait. Parce qu'on s'est dit, ouais, en fait, on a trop envie de bosser ensemble. On peut faire un truc fou tous les deux et on peut vraiment créer un empire à deux. Et Mhm. ça n'a plus aucun sens qu'on soit séparés. D'accord. Et tu penses que c'est essentiel justement d'avoir un cofondateur, enfin un fondateur ou comment C'est pas du tout essentiel de travailler à deux. C'est Ouais. essentiel d'être coaché, par contre. OK. Parce que tu peux pas regarder la vérité en toi tout seul. C'est très difficile. Ça demande une capacité d'introspection qui est extraordinaire. Ouais, c'est clair. Sauf qu'en fait, quand tu as des blocages et quand tu n'arrives pas à passer à l'étape supérieure, ou quand Mhm. tu as zéro, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince. Mhm. Le coach sait où regarder. Mhm. Parce qu'il est habitué, c'est son métier. Donc, il va te dire, OK, ben, en fait, là, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Mhm. Et il n'y a que en se faisant cadrer et il n'y a que en payant cher pour ça, parce que le prix est complètement corrélé à ta réussite, hein. C'est dégueulasse à dire, mais plus tu payes cher, plus tu flippes, plus tu es engagé, plus tu as de résultats. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas le faire seul. Ouais. Ouais, tu t'aides enfin, il y a quelqu'un qui te pousse dans le dos en quelque sorte et t'es au bord du précipice et tu peux pas sauter tout seul. Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Du coup, ce serait quoi un livre que tu recommanderais ou je sais pas si tu lis beaucoup de livres sur ces sujets. Je lis en moyenne un livre par semaine, à peu Un livre près. par semaine, oui, donc c'est une Je- bonne, bonne quantité de lecture. C'est une bonne petite moyenne et je le fais depuis des années et des années, hein. Donc, j'en ai déjà lu plus que ça parce que moi, je me mettais des défis 2 livres par semaine, 3 livres par semaine. Je coachais moins, hein. Je bossais moins. C'était des périodes de ma vie où j'avais le temps. Ouais. Mais effectivement, je lis énormément. C'est très difficile cette question parce qu'en fait, ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai appris aujourd'hui est la somme et la moyenne de tout ce que j'ai lu. Ok. Et les derniers livres que j'ai lus, j'ai envie de te dire que c'est ceux-là qui sont les plus cool. Mais en fait, j'aurais pas pu les comprendre, j'avais pas lu les précédents. Ouais, c'est ça. Maintenant, si je lève la tête sur ma bibliothèque 3 minutes et que je regarde un petit peu les derniers livres que j'ai lus, Scott Adams Win Bigly sur l'élection de Trump d'un point de vue de la persuasion. Mhm. Il y avait quoi encore? Moi, je lis beaucoup de bouquins de communication politique, j'aime bien ça. Ok. Notamment un petit livre qui s'appelle Le coup de com, qui parle de la campagne de Macron, c'était rigolo. Ok. Propaganda, Ouais, qui très bon parle, livre. ouais, complètement, très très bon livre, qui parle de tout ce qui est propagande et de toutes les relations publiques et la persuasion comme ils étaient en fait avec la commission Krill en 1900, etc. Tu vois. Mhm. Puis comment les femmes ont commencé à fumer, comment on a dopé les ventes de savon aux États-Unis en organisant des concours de taillage de savon pour les gamins, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est hyper intéressant. Sinon après, je lis plein de bouquins de marketing tout simplement. Ouais. Ok. Ce qui est Et, marketing direct surtout. ouais, tout ce qui est lié au copywriting, c'est ça. Ouais, Gary Albert, Dan Kennedy, et tous ces gens-là, quoi. La Ceux que tu base. connais. Voilà. Du coup, tu dirais, est-ce que tu arrives à observer une tendance actuelle dans ton domaine? Est-ce que le copywriting, ça fait partie des tendances que tu observes ou est-ce que tu... Le copywriting a toujours été là. Ouais, C'est le daily content qui devient une tendance, ok. qui en France a été popularisé par Greg, hein, aux États-Unis par d'autres gens. Mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde veut écrire, tout le monde veut écrire tous les jours, tout le monde veut apprendre des techniques d'écriture quotidienne, Mhm. très bien, et la plupart y arrivent très bien. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas grand-chose à raconter. Ouais, Donc aujourd'hui, sur Facebook, si tu fais pas le tri, tu as des centaines et des centaines et des centaines de coachs, de marketeurs, de consultants, de machins, qui ont aucun track record et qui ont décidé par contre de parler tous les jours. Et je pense que ça fait beaucoup de bruit ambiant et que ça distrait beaucoup et que ça pollue beaucoup l'esprit. À côté de ça, au milieu, tu as plein de gens et leur niveau d'ancienneté n'a rien à voir avec leur niveau d'expertise qui font des trucs extraordinaires. Et c'est très cool, en fait. Mais c'est plus la norme aujourd'hui. Et des ok. plateformes comme Facebook ont donné la facilité d'accès. En fait, il y a pas de barrière à l'entrée. Mhm. N'importe qui demain se proclame ce qu'il veut et commence à faire du contenu. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut être capable de trier là-dedans. Et là, on arrive à un point de rupture au niveau du marché. La sophistication client, elle est à son maximum. C'est-à-dire qu'ils sont surexposés au marketing, à la publicité, au contenu et tout. Ils en peuvent plus. Mhm. Et je pense que tout le mauvais dans tout cet écosystème va crever dans les mois, années à venir.
et que en fait ceux qui sont bons ou qui vont se renouveler ou qui vont faire autrement vont rester. Ok. Ok. Et du coup, comme je te disais, moi j'ai un programme qui s'appelle Les Persuadeurs dans lequel j'aide les gens à trouver des triggers, donc des astuces pour persuader. Et dans ce programme, du coup, je fais des interviews privées. Donc on va passer à la partie privée pour les gens du programme et je vais te poser quelques questions Ouais. un peu plus techniques. Sans problème. Du coup, au revoir aux personnes sur YouTube. Au revoir les autres. Peut-être qu'on peut leur dire où est-ce qu'on peut te... Allez. Bah, on peut leur dire si tu veux sur ma chaîne YouTube Jérémy Coleman, ou sinon en lisant mes emails quotidiens ou en me trouvant sur Facebook très simplement. Ok, ils tapent mon nom, ils me trouveront partout. et du coup, surtout, ce qu'il faut leur dire maintenant, c'est qu'il faut qu'ils s'abonnent à ton programme parce que c'est tout ce qu'on va dire d'intéressant, c'est maintenant. Et sinon, ils vont pas l'entendre. C'est chiant, ça. Alors, en même temps, c'est pas pour tout le monde. Ah. Alors, il faut vous abonner, mais seulement s'il est d'accord. D'accord, c'est ça. Du coup, j'ai lu ton livre, comment ça s'appelle, l'alignement, voilà. Je trouvais ça très très pertinent. Il y a plein de choses. Salut, bienvenue sur mon canapé. Mon coaching est souvent pris, en fait, il est toujours blindé dans le sens où dès qu'une place se libère, il y a toujours quelqu'un qui vient directement l'apprendre, tellement j'apporte de la valeur à des gens. Du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour apporter plus de valeur à un plus grand nombre plutôt que d'avoir une file d'attente qui s'allonge devant ma porte. Comment je peux faire pour apporter plus de valeur? Et c'est pour ça que j'ai créé ce que j'appelle les persuadeurs. Donc c'est un programme de formation dans lequel j'ai extrait les pépites de mon coaching. J'ai extrait tout ce qui peut t'apporter de la valeur, tout ce qui peut t'apporter le plus de valeur pour convaincre, vendre, persuader, gagner de l'argent en ligne à la demande. Donc si ça t'intéresse, il y a un lien sous cette vidéo. Et puis tu peux toujours tenter ta chance au coaching. Le problème, c'est que mon coaching est souvent complet, donc tu peux toujours tenter ta chance, mais je te garantis rien. En tout cas, va voir le programme Les Persuadeurs, c'est juste en dessous, il y a un lien en description, juste sous cette vidéo. Moi, je serais très heureux de t'accueillir dans les deux programmes. À tout de suite de l'autre côté. Salut.